Je n'arrive pas à arrêter de crier sur mes enfants. Je me déteste quand je crie sur mes enfants. J'ai des mamans qui s'effondrent, tu vois, de culpabilité et de colère contre elles-mêmes parce que l'outil pédagogique, effectivement hérité, et c'est ce dont tu parles, c'est effectivement les cris, les hurlements qui viendraient stopper une situation. Toi-même, tu es dans un état émotionnel qui ne te permet pas de faire la part des choses. Qu'est-ce qui fait que cet état émotionnel arrive? C'est l'impuissance, c'est l'incapacité à faire autrement. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'Asmabel. Je suis super contente de vous retrouver après presque 3 semaines de pause. Je suis aujourd'hui vraiment ravie, en joie et je me réjouis de recevoir quelqu'un de très particulier. Je reçois aujourd'hui Laurence Dudek, avec laquelle on va discuter de la force intérieure des enfants, cette force qui est bien cachée et qu'on a du mal à voir comme ça d'un premier abord. Et on va aussi explorer la manière dont les parents ont un impact fondamental, primordial sur cette évolution de leur force intérieure. Bonjour Laurence, bienvenue à toi. Bonjour Asma, merci de m'accueillir. Ben écoute, c'est un vrai honneur pour moi de t'avoir. Laurence, on va commencer par te présenter si tu es d'accord, parce que dis donc, il y a beaucoup de choses à dire. Laurence, d'abord, Ouais. tu nous viens tout droit de Tanger, d'après ce que j'ai compris. Oui, de Tanger où j'ai passé 15 ans, où je suis depuis 15 ans et que j'ai quitté il y a à peu près 1 an, au moment de la crise sanitaire. Mais bon, je viens effectivement directement de Tanger. Ouais. Waouh, j'adore un prénom comme ça dans un pays comme ça, dans une ville comme ça me touche beaucoup. Vive la mixité. Alors Laurence, tu es psychothérapeute, alors spécialiste en PNL et hypnose, si j'ai bien compris, et Ouais. psychopédagogue. Tu vas nous en dire plus incessamment sous peu, mais surtout, tu es une machine à fabriquer des livres, si j'ai bien compris. Ouais. Oui, une autrice. Une J'écris autrice. des livres. Ouais. J'écris des livres. Alors, les premiers livres sont des livres de psychopédagogie parce que c'est ma première formation. C'est ma formation initiale, la psychopédagogie. Puis ensuite est venue la thérapie, la psychothérapie avec une formation de psychothérapeute et ensuite la PNL, l'hypnose ericksonienne, etc., etc. Mais bon, les livres de psychopédagogie, c'est ce qui m'a fait commencer à écrire des livres. Et puis ensuite, ça s'est enchaîné. J'ai écrit aussi des livres qui concernent la thérapie ericksonienne, des livres de métaphores thérapeutiques, de contes thérapeutiques, un livre de rêve éveillé, et puis des livres pour enfants. Voilà. Waouh, waouh. Une collection pour enfants qui s'appelle Mika et Zouzou, qui est une collection de petits livres cartonnés pour les 0-3 ans et une autre pour les 3-5 ans. Donc c'est la même collection, mais c'est deux tranches d'âge différentes, avec des sujets psychopédagogiques. Donc, alors ça va de pipi sur le pot à un petit frère dans le ventre de maman, en passant par beurre que j'aime pas les choux-fleurs, etc., Waouh. Mais etc. on en a Voilà. combien alors en tout des bouquins là, du coup? Alors, si on compte les Mika et Zouzou, parce qu'il y en a beaucoup des Mika et Zouzou, il y en a une dizaine, donc ça doit faire 16 bouquins à peu près. Ouais, donc Voilà. c'est bien ça, une machine à fabriquer. Ouais. Ouais. Bravo Laurence, au milieu de ta vie de maman, au milieu de ta vie de psy, au milieu de ta vie d'expat. Et puis en plus de ça, si j'ai bien compris, tu avais une association pendant près de 15 ans. Et pas n'importe quelle association. Si tu peux nous en dire plus, je pense que ça peut être vraiment très intéressant pour tout le monde. Oui, alors j'ai été la présidente, je suis toujours d'ailleurs la présidente d'une association qui s'appelle Sourdimad, qui veut dire Sourd International Maroc Action et Développement. Donc cette association, elle a pour objet de développer tout type de projet de développement social et culturel pour les sourds du Maroc. Donc on Wow. a monté un centre de développement social et culturel en langue des signes, puisque c'est l'objet, enfin la culture des sourds, c'est la langue des signes. On parle des sourds, on ne parle pas des malentendants, on parle des sourds profonds et des gens qu'on appelle des locuteurs natifs de la langue des signes. Donc, c'est des gens qui n'ont jamais parlé ni entendu. Et
Et voilà. Et donc, on a monté ce projet qu'on a fait vivre à Tanger pendant 15 ans. Et ça s'est arrêté là. Alors, l'association ne s'est pas arrêtée, mais le centre, on a passé le relais à une autre association pour pouvoir nous libérer, dégager du temps pour faire autre chose parce que bah, c'est très 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 prenant, c'est Ouais, même j'imagine. épuisant et qu'il faut renouveler les énergies parfois. Donc voilà, on était sur un tournant de nos vies. Quand je dis on, c'est en fait c'est avec mon mari qui est Mhm. marocain et qui est lui-même sourd. Enseignant de langue des signes, donc c'est pour ça que je dis on. On était sur du changement, voilà. Donc il y a eu beaucoup de changements, plus le retour en France qui n'était pas prévu là, parce que c'était on était à l'origine parti pendant quelques semaines pour des vacances, et puis on s'est retrouvés confinés. Et il a bien fallu faire un choix, puisque tu le sais, la frontière marocaine est restée fermée pendant des mois et des mois et des mois. Et ben, professionnellement, juridiquement, administrativement, il y a un moment où il faut prendre les choses en main. Donc c'est ce qu'on a fait. Voilà. C'était Waouh. intéressant Ben ouais, ouais, c'est beaucoup de changements, mais aussi voilà beaucoup de travail. Je te ouais. vois beaucoup travailler avec passion autour de l'accompagnement aux autres, et moi je suis voilà, c'est pour ça que j'adore ce métier, c'est pour ça aussi que je le développe. Je t'ai découverte sur Instagram et effectivement j'ai appris après que tu avais un compte Facebook qui était extrêmement actif, et je t'ai découverte parce que j'ai été très intéressée par un de tes livres, donc pour mes propres enfants, qui est 10 contes magiques à lire le soir pour faire grandir la nuit. Et ça, c'est un livre donc, que finalement tu m'as envoyé. Et on a pu effectivement, j'ai pu partager ce livre-là avec les gamins, et franchement, ils ont été complètement fascinés. C'est tellement poétique, c'est métaphorique, c'est doux. Ça permet vraiment de partager ensuite des conversations hyper intéressantes, de développer pas à pas à leur rythme. Et c'est comme ça que voilà, je suis rentrée en contact avec toi pour pouvoir faire vraiment découvrir ce que tu fais, ce que tu es, parce que je pense qu'on a profondément besoin de mettre de la lumière sur des gens comme toi, qui sont Mm. effectivement des mamans, des papas, des femmes qui travaillent et qui ont à cœur de faire grandir le monde, de faire grandir la conscience. Et toi, tu as choisi le monde des enfants. Donc, bienvenue à toi. C'est la première fois qu'on va Mm. faire un podcast vraiment accès aux mamans, mais aussi à toutes les personnes qui travaillent avec les enfants, à toutes les tatas, les tontons, toutes les personnes qui ont effectivement de près ou de loin des enfants avec qui voilà, partager du temps. Et je pense qu'effectivement, c'était fondamental qu'on puisse échanger, toi et moi, sur ce podcast. Donc, je te remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation. Et voilà, j'ai découvert ensuite Mm. voilà, ton amour pour le Maroc. J'ai découvert ensuite tout ça. Et franchement, c'était comme quoi voilà, les belles choses, quand elles sont fluides, c'est qu'elles Ouais. sont justes pour nous. Et c'est un beau cadeau, quoi. Donc, Ouais, merci. il y avait plein de connexions, hein. C'était Ouais, intéressant, hein, cette rencontre, parce qu'il y avait plein de c'est ça. connexions entre nous qu'on a découvert au fur et à mesure. Mais oui, mais moi je te remercie de me laisser, de m'inviter sur cette tribune où je vais pouvoir aussi parler de ce que je fais, peut-être à des gens qui ne me connaissaient pas, etc. C'est vrai que la psychopédagogie, ça s'adresse principalement aux parents. Enfin, moi, puisque je travaille sur le volet parentalité, hein, puisque ma méthode, puisque j'ai créé une méthode qui s'appelle l'éducation efficace, qui est l'objet de mes livres de psychopédagogie, donc est une méthode qui se décline en 10 clés. La méthode d'éducation efficace, c'est une méthode que j'ai créée parce que c'est une méthode d'application pratique des théories de la bienveillance éducative. En fait, à l'origine de ça, à l'origine de cette pratique-là, l'éducation efficace, il y a le fait que, en consultation de psychopédagogie dans mon cabinet, je rencontrais régulièrement des gens, des mamans, et très probablement il y en a beaucoup parmi les gens qui t'écoutent et qui s'intéressent à la bienveillance, à la non-violence éducative, etc., et qui lisent des livres, qui écoutent des Des vidéos, etc., qui podcasts, regardent plein de ouais, trucs, des des émissions podcasts, radio. plein de choses, Mm. et qui s'intéressent beaucoup et qui savent plein de choses théoriques
sur la bienveillance et beaucoup de ce qui est toxique, ce qu'il faut pas faire, etc. Mais qui n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas de modèle pratique, ils n'ont pas d'accompagnement Exactement. personnalisé, etc. Et donc moi j'ai créé cette méthode d'abord pour l'enseigner dans mon cabinet auprès des gens qui venaient me consulter, et puis progressivement pour en faire un manuel. Donc le premier livre, Parents bienveillants, enfants éveillés, c'est un manuel d'éducation efficace qui permettent à tous, à toutes, surtout, parce que tu sais, c'est 99% de femmes, hein, et même si souvent il y a des papas derrière qui suivent, etc. Il y a quand même pas mal mais c'est quand même la plupart du temps des femmes, hein, qui s'intéressent à la non-violence éducative, et parfois même à rebrousse-poil et à contre-courant, parce que très souvent, bon, tu sais, bon, la bienveillance éducative, c'est pas seulement une pratique psychopédagogique, c'est aussi un positionnement politique, un positionnement Mhm. social et politique. Et donc, évidemment, on se heurte au patriarcat, hein, on est en plein en plein dedans. Donc, parfois, on rame à contre-courant, effectivement, quand on est une maman. Et moi, j'aide en fait parce que ma légitimité de scientifique, de chercheuse, etc. Tu vois, une sorte euh, permet aux mamans qui le souhaitent de pouvoir défendre leur positionnement, parce que tu sais, quand tu éduques un enfant sans violence, c'est Marshall Rosenberg qui disait ça, qu'il recevait jamais autant de violence que quand il préconisait et quand il recommandait la non-violence pour les enfants. Quand tu Ouais. éduques un enfant sans violence, tu te retrouves avec des jugements en face. T'es pas assez sévère, tu t'es pas assez directif, t'as pas d'autorité, enfin des tas de choses comme ça. Et moi, je déconstruis tout ça et je les aide à écouter leur cœur et à être dans leur nature profonde, dans la nature de leur. Mais merci, je trouve que c'est super en fait, parce que moi j'ai vraiment plusieurs, comment dire, plusieurs thématiques en fait, hein, que j'ai envie d'aborder avec toi, en fait trois plus clairement, qui parlent principalement des retours que moi j'ai, si tu veux, des mamans et des papas, parce que j'en ai quand même quelques-uns, Mhm, et qui s'interrogent sur leur posture de parents et qui effectivement n'arrivent plus à trouver quelque chose qui les stabilise, qui les sécurise entre effectivement l'éducation reçue par les parents, qui était évidemment empreinte d'autorité, d'autoritarisme, peut-être même dans certaines familles et dans certaines cultures familiales de dictature, hein, éducative. Et puis, toute cette nouvelle génération de personnes plus conscientes, tu vois, qui ont envie de faire bien les choses et qui ont envie de le faire au centre de l'amour et pas au centre ni de la violence, ni de l'autorité, etc. Et donc, moi, les retours que j'ai, c'est la difficulté qu'on a effectivement à mettre du cadre assez sécurisant pour un enfant. La différence, si tu veux, entre effectivement le cadre sécurisant et l'autorité, tu vois. Et cette autorité qui est une autorité presque effectivement, alors violente par moment, mais pas que, tu vois. Parfois, elle peut être aussi ferme, directive, etc. Et donc, comment on se retrouve en tant que parent, tu vois, avec ces messages reçus il faut être sévère, il faut être fort, il faut parler fort, il faut faire asseoir son autorité, sinon on va plus te respecter. Attention, un enfant, si tu l'éduques pas très bien au début, et éduquer très bien, ça veut dire le soumettre, eh bien, il va te marcher sur la tête. Ah, non, mais en fait, moi, c'est pas comme ça que j'ai envie d'élever mes enfants. J'ai pas envie d'élever mes enfants avec la peur. Parce que mhm. derrière cette éducation qu'on a reçue, il y a beaucoup de peur. J'ai pas envie d'élever mes enfants avec les peurs, mais en même temps, j'ai quand même besoin qu'ils m'écoutent, quoi, hein. J'ai besoin qu'ils m'écoutent et j'ai besoin qu'ils me respectent. Qu'est-ce Mais qu'on peut leur dire à ces parents? alors, c'est chouette parce que, en fait, ça, tu vois, c'est la clé numéro un de l'éducation efficace qui répond à cette question. D'abord, c'est important de savoir en termes de fonctionnement neurocognitif que ce qui domine chez les enfants, c'est l'apprentissage par modèle. Ils prennent modèle, ils prennent exemple. C'est les neurones miroirs qui fonctionnent et qui sont prégnants chez les tout petits. Plus ils sont petits, plus c'est fort. Puis après, ils développent d'autres cognitions, etc. Mais en tout cas, puisque tu dis il faut les éduquer dès le début, etc. En fait, c'est très intéressant parce que les enfants, la première clé dit tout ce que nous faisons, nous avons appris à le faire, et les enfants font comme on fait avec eux.
Donc, si toi t'es violente, si tu es autoritaire, si tu cries, si tu imposes ton point de vue, si tu leur prends des mains des objets quand tu veux pas qu'ils y touchent, etc. Si tu respectes pas leur intégrité physique, mais ils vont faire exactement pareil avec toi. Mm. Pas forcément avec toi d'ailleurs, parce qu'ils vont avoir peur, effectivement, mais ils vont le faire avec d'autres. Donc donc ils vont apprendre. Quand on violente un enfant, on lui apprend pas seulement à obéir, on lui apprend à être violent. Tu vois, donc Ouais. c'est bien ça le problème. Et c'est d'ailleurs très souvent ce que moi je rencontre en consultation de thérapie, puisque tu sais, les consultations de psychopédagogie, les parents qui viennent te voir pour leur enfant parce que il fonctionne pas bien, ça marche pas bien, etc. Et au bout de quelques minutes, on se rend compte qu'en réalité, c'est le problème du parent qui crée un contexte d'une tension telle que l'enfant, il n'est pas en dysfonctionnement, il est juste en fonctionnement. Moi, je dis aux parents, mais les enfants, ils dansent sur la musique que vous jouez pour eux. Donc, Mm. voilà, donc quand un enfant dysfonctionne, en réalité, il ne dysfonctionne pas. Hein. C'est extrêmement rare que des enfants dysfonctionnent, sauf quand ils ont été victimes de traumatismes, etc., ou qu'ils ont des particularités qui font que le contexte est douloureux pour eux. Mais sinon, des enfants classiques, hein, qui sont dans un cadre normatif, ils fonctionnent de façon réactionnelle à ce qu'on leur Bien propose. sûr, bien sûr, bien Voilà, sûr. donc pour répondre à la question, comment on fait quand on veut bien éduquer, eh bien, on montre l'exemple. Donc, si on ne veut pas que les enfants soient turbulents, soient violents, s'imposent, etc., si on veut être respecté, eh bien, on les respecte. C'est comme ça qu'ils Mm. apprennent à respecter, c'est en étant respectés. Donc, est-ce qu'on pourrait dire un peu, bon, tu me connais hein, maintenant, Laurence, je suis un peu provoque et tout ça, mais est-ce qu'on peut dire que si on a des enfants turbulents, si on a des enfants qui ne respectent pas le cadre, si on a des enfants qui effectivement n'écoutent pas, ne sont pas attentifs, eh bien, c'est parce qu'on a voilà, des choses à régler, nous, en tant que parents, et plutôt que de se focus sur la frustration de ne pas avoir des enfants qui effectivement sont au service de l'adulte au service de la règle de l'adulte, Mmh. eh bien, il faudrait peut-être aller chercher à l'intérieur de nous ce qui effectivement vient à dysfonctionner. Est-ce que c'est ce que tu Alors, recommandes? oui, mais pas seulement. C'est-à-dire, oui, mais pas entièrement, pas seulement, parce qu'il y a plein d'autres éléments qui sont à prendre en compte. Les enfants, ils vivent une vie sociale et quand ils vont à l'école, par exemple, l'école, c'est typiquement un lieu coercitif, un lieu où on apprend à la loi du plus fort, hein, les rapports de Bien sûr. force, la loi du plus fort, l'autorité, etc. Donc, même quand on est soi-même extrêmement bienveillant, si on a des enfants qui vont à l'école, on a à gérer des comportements qui vont aller chercher là-bas. Donc, il n'y a pas que le parent. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que c'est pas forcément en soi, complètement en soi, mais c'est aussi, c'est l'histoire de l'humanité. Tu vois, c'est tous nos héritages. On sait, par exemple, maintenant, les neurosciences démontrent ce que nous, les psychopédagogues et les thérapeutes, on disait déjà il y a 20 ans, et quand on disait ça il y a 20 ans, les mêmes médecins qui disent oh mais vous vous rendez compte, maintenant on a vu ça à l'imagerie médicale, etc., disaient oui vous êtes perché, hein. Vous dites n'importe quoi, etc. Maintenant on démontre que les traumatismes euh, modifient la structure de l'ADN. Donc ça veut dire que Oui, bien des sûr. marqueurs, des marqueurs de stress, des marqueurs traumatiques, alors ça peut être sur plein de sortes de stress, ça peut être la faim, par exemple, les gens qui ont eu faim, ça peut être les gens qui ont eu froid, les gens qui ont eu peur, les gens qui ont été violentés, Malmené. abusés, etc. Eh bien, ça impacte leur ADN, donc c'est pas seulement de la transmission par l'éducation, c'est aussi une forme d'hérédité. Il faut faire attention quand on dit ça, parce que quand on dit ça, les gens ont l'impression que on hérite du souvenir traumatique. C'est pas du tout le cas. Hein. On n'hérite pas du Non, non, souvenir non, on parle d'un point traumatique, de vue. mais on Mm, hérite des marqueurs de stress qui vont nous rendre, par exemple, beaucoup plus sensibles à certaines choses, beaucoup plus et qui font qu'on n'est pas tous égaux face à un stimulus donné. On ne réagit pas de la même manière
en fonction de ses ascendances. Donc, il y a effectivement le travail à faire sur soi quand on est parent, et ça, c'est un travail qu'on a tous à faire, parce que moi, je connais très peu de gens qui ont été éduqués sans violence, même quand les parents étaient bienveillants, etc. C'est évident Ça fait que partie de la vie, quoi, bien ben, c'est sûr. civilisationnel, hein. Alors à part, moi j'en connais, hein, des gens qui ont été éduqués sans violence. Il suffit d'aller faire un petit tour dans les cultures un peu primitives, etc. Et les gens qui sont très zen et qui se sont pas chargés avec tous les impératifs stressants et civilisationnels que nous on a. Mais dans nos civilisations, il n'y en a pas. Tout le monde a été impacté par la violence et on est conditionné. On a appris à faire ce qu'on a fait avec nous. Donc, par exemple, moi, j'ai des parents qui ont lu tout, tu vois, tous les livres, Filiosa, Guéguen, etc., mes livres Bien sûr. aussi, et qui, dans des moments de stress, dans des moments de fatigue, se mettent en pilote automatique. Enfin, c'est pas se mettre, c'est se voit agir en pilote automatique parce qu'il y a une mémoire inconsciente qui se met Bien devant sûr. et qui les fait agir comme ça. Donc oui, il faut Mais on aussi. les a, effectivement, excuse-moi Laurence de te couper, j'ai tellement envie de te dire plein de trucs que Oui, voilà. Mais en fait, Laurence, moi j'ai une question très simple, qui est vraiment l'une des questions voilà, qu'on me pose le plus souvent en consultation, c'est je n'arrive pas à arrêter de crier sur mes enfants. Je me déteste quand je crie sur mes enfants. J'ai des mamans qui s'effondrent, tu vois, de culpabilité et de colère contre elles-mêmes parce que l'outil pédagogique, effectivement hérité, et c'est ce dont tu parles, c'est effectivement les cris, les hurlements qui viendraient stopper une situation, tu vois. Voilà, donc ça c'est le premier point que je voudrais aborder avec toi. Et puis j'aborde tout de suite le deuxième, parce que voilà, comme on est toutes les deux bavardes, je te laisserai Oui. enchaîner. J'ai quand même besoin de mettre un point voilà, sur la question de la violence, parce que la violence fait partie du monde, hein, tu l'as bien dit, on est là. Et effectivement, moi j'ai entendu, vu, écouté beaucoup de thérapeutes qui ont une espèce de fantasme d'éradiquer la violence dans l'éducation. D'accord? Quand je dis fantasme, parce que, bon, comme tu le dis, la violence, elle est à l'école, la violence, elle est dans la société, la violence, elle est quand tu prends le métro et que tu rentres à la maison. Voilà, tu peux te retrouver face à la violence. Et j'aimerais vraiment que tu précises ça, c'est-à-dire dans cette pédagogie que toi tu te proposes, l'éducation efficace, que la mission, c'est pas effectivement d'éradiquer et de gommer une violence ou de créer une espèce de monde utopique où la violence n'existerait pas, mais d'effectivement revenir à quelque chose de plus propre avec soi, de plus authentique, de plus pur, et de savoir finalement surfer sur cette violence sans qu'elle vienne nous assombrir et nous enlever notre beauté, quoi. Hmm. Tu vois? Donc voilà, je te balance ça Ouais. et puis tu me laisses, Alors, je vais tu me d'abord dis. répondre à la deuxième question, puis je reviendrai sur l'histoire de crier après, parce que ça va s'enchaîner Ouais, de façon logique. super. Alors, abolir la violence, bien sûr que c'est un but, c'est un idéal. Tu vois, c'est pas un fantasme, Ouais, c'est un idéal. C'est le haut, c'est le sommet, c'est le haut de la pyramide. C'est-à-dire que quand tu quand tu travailles à la non-violence éducative, il y a forcément un idéal de société qui est derrière. C'est-à-dire que tu sais à quel point est-ce que la non-violence éducative peut changer le monde. D'accord? Mais ça, c'est le haut de la pyramide. Et ouais. moi, je ne me situe pas en haut de la pyramide. Parce que moi, j'emmène Mmh, les gens sur les premières marches. Tu vois? J'emmène les gens qui mmh. montent les marches pas à pas. Et donc, du coup, Étape par étape. évidemment, Mmh. je leur dis pas de regarder en haut. Tu vois? Parce que quand tu es en bas d'une pyramide, si tu regardes en haut, tu montes pas parce que c'est trop haut. Donc, Bien je sûr. leur dis de regarder pas à pas. Donc, on avance doucement. Tu vois, voilà. Et donc, j'en viens à crier. Tu vois, crier, c'est le bas de la pyramide. C'est, Oui, c'est, c'est, c'est dans, c'est ce que l'on fait quand on n'arrive pas, quand on n'a pas de pouvoir éducatif. Parce que crier, c'est violent. Crier, c'est une violence psychologique qui s'exerce sur le cerveau de l'autre parce que le cerveau archaïque, hein, celui des petits primates que nous sommes, l'interprète comme une menace. Donc quand tu cries, tu menaces tes enfants, implicitement, tu les menaces d'aller plus loin, même si c'est pas conscient, hein, mais
Toi, c'est pas conscient, eux non plus, c'est pas conscient, mais vos cerveaux, d'inconscient à inconscient, toi, tu les menaces d'aller plus loin, de leur faire mal, peut-être tu vois, les primates, c'est de les mordre, de les jeter de l'arbre, tu vois, Ouais, oui, d'accord, bien ok. sûr. Il y a le Voilà, danger qui arrive, il y quoi. a une menace, ok. Donc, quand tu fais ça, c'est parce que toi-même, tu es dans un état émotionnel qui te permet pas de faire la part des choses, d'accord. Donc, Mm. et qu'est-ce qui fait que cet état émotionnel arrive? C'est l'impuissance, c'est l'incapacité à faire autrement. La méthode d'éducation efficace, elle a été créée pour ça, pour donner du pouvoir éducatif. Qu'est-ce que je fais Mm. d'efficace? Et c'est pour ça que le terme efficace est très important. Qu'est-ce que je vais faire qui va faire que je vais obtenir mieux que ça sans crier et en faisant autrement? Comment je vais faire? Mm. Et en général, d'abord, il faut commencer par s'interroger sur ce qui s'est passé avant. Parce que quand on arrive à Mm. crier, c'est que c'est trop tard. Quand on est à être Oui, dans bien un sûr, c'est le état résultat, quoi. émotionnel qui fait que crier, c'est le meilleur choix, c'est même pas la peine d'essayer de faire autrement, tu vois. Mais ensuite, il faut détricoter. C'est ça le travail de psychopédagogie et c'est ce que fait l'éducation efficace. Détricoter pour voir à quel moment est-ce que tu as pris le tournant qui t'emmenait vers la menace, la violence, etc. À quel moment est-ce que tu pouvais bifurquer et changer? Donc, ça peut être dans ton Mm. dialogue interne, ce que tu te dis. Moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel Bien je sûr. travaille beaucoup avec les parents, parce que c'est pas du tout la même chose quand tu as un enfant qui, je ne sais pas moi, qui renverse un verre de jus d'orange sur la table ou sur le tapis. Tu ne réagis pas du tout pareil si tu te dis ah il est en train d'apprendre. J'aurais dû lui dire avant verse plus doucement parce qu'il n'avait pas cette information là, que si tu te dis il s'en fout, il le fait exprès, je lui ai déjà dit 100 fois, ça sert à rien, etc. Tu vois. Et oui, c'est Ben, pas. c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, Laurent. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que d'abord, effectivement, la dimension, moi, quand je parle de fantasme, c'est effectivement cette idée que la non-violence n'existe pas dans la société et qu'effectivement, y accéder, ça n'existe pas. Ce n'est pas un potentiel possible, tu vois. C'est pas une possibilité. Et ce que j'entends et ce que j'aime beaucoup, c'est cette idée qu'effectivement, euh, quand on éduque nos enfants, on choisit, hein, on fait beaucoup de choix. Alors on fait des choix automatisés, inconscients. Et puis, ceux qui sont là, aujourd'hui, et qui écoutent notre podcast, ceux qui vont regarder tes bouquins, ceux qui vont regarder les vidéos, ils ont envie d'ajouter, de mettre de la conscience, tu vois, dans leur manière d'éduquer leurs enfants, mais aussi de leur manière d'être en contact avec les autres enfants, tu vois, que ce soit à l'école, parce qu'on a des enseignants, on a des Hmm, éducateurs, on a des familles d'accueil, on a tout ça. Pardon. Et donc, il y a cette dimension que si je commence à regarder à l'extérieur de moi, je peux prendre peur, tu vois. Je peux me dire que ce que je fais est inutile. Je peux me dire que je suis un point au milieu de l'humanité et que ce que je fais n'a pas d'efficacité, justement, tu vois. Et donc, j'aime beaucoup cette idée de revenir, en fait, à ton foyer, à la base des bases, à ce qui se passe quand tu verses un verre de jus d'orange, à comment tu vas te coucher, à comment se passe le bain, à des choses qui sont vraiment les plus simples et que c'est effectivement là-dedans on transforme le monde. Et je trouve qu'à la fois c'est très poétique, mais en même temps c'est très réaliste. C'est-à-dire que tes enfants ensuite choisiront dans l'univers dans lequel ils voudront évoluer, le pays dans lequel ils voudront, les civilisations dans lesquelles ils voudront évoluer. Et je trouve que leur donner ces possibilités, c'est un beau cadeau que tu fais, Laurence. Donc pour ça, je trouve que c'est super et je te remercie. Et la deuxième chose que je voudrais dire par rapport au cri, c'est que chez ces mamans et chez ces papas qui se sentent impuissants, il y a la dimension que rien d'autre n'est possible. hmm, C'est-à-dire qu'il y a, tu vois, il y a le désespoir de je ne sais pas faire autrement, je n'arrive pas à faire autrement, je ne peux pas hmm. faire autrement. Il y a l'impuissance, mais tu vois, presque paralysante qui dit de toute façon, je suis fatiguée. Voilà, donc ça c'est tu vois, ce qui revient. Je suis fatiguée, je suis épuisée, je n'ai plus de force. Et donc, quand il verse le jus d'orange alors que je viens de me taper ma journée de travail, plus le repas, plus le linge, plus machin, ben, j'ai plus de force en fait. Je suis complètement vidée de mon énergie. Et ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, le principe de la psychopédagogie, c'est cette dimension que tu peux apprendre. Oui. Tu peux, tu peux apprendre quelque chose que tu ne sais pas.
Et c'est pas parce que tu fais autrement que tu ne peux pas apprendre autre chose. C'est presque comme une nouvelle langue. Tu parles français, mais tu peux aussi décider d'apprendre le Mmh. russe. Et donc, j'aime cette idée de redonner un petit peu, tu vois, d'espoir à tous ces adultes, parce qu'on a aussi des enseignants comme ça, hein, qui hurlent sur les enfants parce que bah, la classe, elle est voilà, qui ont du mal à exercer leur pouvoir éducatif. Moi, j'en connais, et aussi, voilà, en consultation. Et il y a cette idée que, mais si tu veux apprendre, c'est possible de faire autrement. Et j'ai l'impression que là, tu vois, on est au tout début de la pyramide, comme tu dis, de cette idée, mais attends, si ce que tu fais ne te convient pas, si tu n'es pas OK avec ta manière d'éduquer, si tu te couches le soir avec de la culpabilité, voire de la colère contre toi, ben, il y a des options, dont effectivement d'abord les bouquins de Laurence, mais pas que, il y a aussi cette dimension d'exploration à la fois du dialogue intérieur, mais aussi de la manière dont tu penses ton éducation, parce que pour beaucoup, on ne pense pas à l'éducation, tu vois, on fait des enfants, voilà, on se dit, bah, c'est le cycle de la vie, tu vois. Donc, j'aime beaucoup cette idée que, mais penser l'éducation, c'est le début de l'histoire, quoi. Tu vois, c'est par là qu'on commence. Oui. Oui, et alors moi, enfin, ce que tu dis là, c'est vraiment important, le fait d'apprendre à éduquer, d'apprendre la non-violence et de le faire dans la bienveillance pour soi, c'est-à-dire avec auto-empathie. C'est-à-dire qu'il y a un principe, Ouais. c'est un principe de la Mhm. PNL, c'est que le cerveau fait toujours du mieux qu'il peut en fonction des informations dont il dispose. Donc, quand on est dans une Mhm. situation où soi-même on crie sur un enfant parce qu'il n'est pas suffisamment performant par rapport à ce qu'on attend de lui, on a deux êtres qui sont en train de faire du mieux qu'ils peuvent. Et pour Mhm. pouvoir améliorer la situation, il faut leur donner des informations complémentaires. Il faut leur donner d'autres informations. Donc, Mhm. et tu C'est vois, ça. bon, moi j'ai choisi la notion de clé hein, dans la méthode d'éducation efficace parce que pour moi les clés ça ouvre des portes. Et donc là vraiment ouvrir la porte sur par exemple l'empathie. Comment est-ce que l'empathie peut permettre de faire baisser sa colère intérieure, de faire baisser la violence qu'on ressent vis-à-vis euh, de l'imperfection des résultats que donne l'éducation qu'on donne, puisque la plupart du temps, les Mhm. violences, elles s'exercent par les adultes quand les enfants ne font pas bien ce qu'on attend d'eux. D'accord? Donc, à Exactement. partir du moment où l'adulte a compris que un enfant fait toujours du mieux qu'il peut en fonction des informations dont il dispose, il va pouvoir comprendre qu'un enfant qui ne fait pas bien ce qu'on attend de lui, c'est un enfant qui manque d'informations. Ce qui ne veut pas dire forcément d'informations verbales, parce que c'est ce qu'explique la clé numéro un. La plupart des apprentissages se font en non verbal, c'est-à-dire que c'est vraiment tu sais, l'adage fais ce que je dis mais fais pas ce que je fais, c'est vraiment Bien l'anti-éducatif par sûr. excellence. D'accord? Tout ce que l'on Ben dit, oui. ça surtout chez les tout petits, hein, la plupart des gens, moi quand je vois des gens, tu sais, les gens qui sont imprégnés de ces vieilleries psychanalytiques là, qui expliquent tout aux enfants, qui expliquent tout avec des détails, etc. Et quand tu sais que le cerveau d'un tout petit, ce que le cerveau d'un tout petit fait en termes de cognition d'une information, tu vois, par exemple, dire à un enfant, non, ne mange pas des bonbons, je ne te donne pas ce bonbon parce que tu sais, les bonbons, ça fait mal aux dents. L'enfant, lui, il mange un bonbon, ça fait pas mal aux dents. Il agit uniquement par expérience. Tu peux lui expliquer et il peut te croire parce qu'il t'aime beaucoup, il te croit. Oui, d'accord, les bonbons, ça fait mal aux dents, mais ça veut rien dire, ça fait pas sens. Tu vois, ça n'a pas de sens. Tu vois. Ben oui, Donc voilà, mets ton manteau parce que sinon tu vas attraper froid. Attraper froid. Imagine un enfant de 3 ans, tu lui dis attraper froid. Ça ne veut rien dire. Tu vois, ces choses-là, ces mmh. explications-là, elles viennent pour renforcer notre légitimité à imposer notre point de vue. Et ça fait partie de l'éducation efficace, puisque c'est un prérequis de l'éducation efficace. L'éducation efficace dit aucun adulte, pour être efficace, ne doit faire quoi que ce soit à un enfant qu'il n'accepterait pas qu'on lui fasse à lui. Tu vois. Donc, Ouais. il y a pas Ouais. mal de Mmh. principes comme ça qui aident, qui,
qui aide à se poser des questions. Il y a des questions très simples, comme par exemple, tout à l'heure, tu as dit, moi, je veux pas que mes enfants s'éduquent par la peur, parce qu'ils ont peur de moi. Tu vois, tu as Hmm. dit ça. Euh, euh, ben, c'est une très, très bonne question. C'est quelle raison je veux donner à mon enfant pour qu'il fasse ce que je veux qu'il fasse. Est-ce que je veux qu'il fasse ça parce qu'il a peur de moi, parce qu'il attend de moi une récompense, parce qu'il a peur d'être puni ou de manquer de, etc. Ou est-ce que je veux qu'il fasse ça parce que il a envie de faire, parce que il est motivé pour ça, parce que il est conscient de sa valeur, etc., etc. Tu Hmm. vois, ces questions-là. Hmm. Mais oui, c'est hyper intéressant. Moi, je vais donner cet exemple parce que je trouve que pour moi, tu vois, il est vraiment parlant, cette dimension de, tu sais, de... Bon, là, tu parlais du manteau, je trouvais intéressant parce qu'effectivement, si tu lui expliques qu'il va avoir froid, bon, moi, j'ai un petit qui a 5 ans, mais effectivement, il s'en fout, hein. Hier, il est sorti dans le jardin, il a mis un sweat, j'ai pas vu partir, il était, voilà, je dis, mais Jessie, t'as pas froid? Non, non, maman, non, je cours partout, il y a trop de soleil. J'ai ok. Donc, tu vois, il y a toujours ce truc de faire passer l'information à partir de lui et pas à partir de moi, tu vois. Mais il y a un autre exemple que j'essaie de mettre en place à la maison, c'est cette dimension, tu vois, du rangement de leur chambre, du fait de ranger après avoir joué avec des choses, etc. Et parfois, je dis rien, tu vois. Je dis rien pendant quelques jours et puis, in fine, ils n'arrivent plus à marcher dans la chambre tellement il y en a partout. Et puis, je leur pose la question de est-ce qu'ils sont contents en fait d'avoir une chambre avec un bazar comme ça et est-ce que ça leur convient, tu vois, de jouer dans ce bazar, quoi. Mais ils le voient même pas, Bah eux, ils oui, s'en bah foutent oui. total. Ça répond Tu vois, pas, pendant qu'ils c'est retrouvent vrai, ça répond à tes pendant qu'ils besoins à retrouvent toi, hein. ça, mais oui, mais exactement, eux, ils le voient même pas. Alors, effectivement, quand ils ont du mal à trouver quelque chose, du coup, je leur dis, tu vois, Mm. si ça avait été rangé à l'endroit, tu le trouverais plus facilement. Mais je dois attendre qu'ils cherchent un truc qu'ils ne trouvent pas, Ouais. tu vois, c'est long un petit peu, hein. Donc, effectivement, je pense que c'est vraiment une rééducation à Mm. l'éducation, tu vois, et en fonction de d'où on vient, en fonction des éducations qu'on a reçues, ben, on vient de plus ou moins loin, quoi. Et donc, on a des choses à faire. Maintenant, il y a un vrai problème quand même, Laurence, hein, au niveau de tout ce qui est pédagogie et j'ai envie de dire éducation, c'est que dans les bouquins, voilà, il y a à boire et à manger, il y a tout et son contraire. La bienveillance, eh ben, on a des dizaines de milliers de manières de l'appliquer. Tu vois, et donc c'est très, très, très difficile et très culpabilisant pour les parents, hein, de pas réussir à faire ce qui est écrit dans les livres. Voilà. De pas réussir à faire ce qu'ils regardent dans les vidéos. Alors du coup, j'aurais envie, tu vois, qu'on puisse Mm. venir un peu clarifier que, ben voilà, un enfant, tant qu'il est là et tant qu'il est avec toi, il y a la possibilité de faire plein de choses et de changer plein de choses et de ne pas être figé dans une posture, tu vois, et qu'effectivement, on ne va pas perdre de notre puissance si on change de posture. Au contraire, tu vois, qu'elle peut être encore plus belle et peut-être redonner confiance comme ça, tu vois, à ce chemin, parce qu'en fait, on est sur un chemin et qu'on n'est pas sur une règle à appliquer, Oui, tu vois, oui, voilà. et c'est très important, et c'est même primordial, fondamental de ma pratique. Euh, Tu vois, de la même manière que l'éducation efficace dit que quand un enfant ne réussit pas à faire quelque chose correctement, c'est de la responsabilité du parent de lui proposer un contexte, donc un contexte global et des informations qui lui permettent de réussir à faire ce qu'on attend de lui. De la même manière, je m'applique ça à moi. Quand un parent ne réussit pas à faire ce que moi je recommande en tant que psychopédagogue, c'est de ma responsabilité, pas de la sienne. C'est pas à lui de se sentir coupable Mmh, parce que je le dis clairement, les psys et tous les gens qui prônent la parentalité bienveillante, positive, etc., et qui font que, sans le vouloir, hein, mais qui, comme résultat, provoquent de la culpabilité chez les parents, bah, c'est raté. Parce que la culpabilité, ça fait reculer, ça fait mmh, pas avancer les gens, hein, ça les fait fuir mmh. parce que c'est très douloureux. Bien sûr. Donc en fait, c'est de la responsabilité de la personne qui
enseigne, de la personne qui éduque. Moi, quand tu as dit c'est de l'éducation à l'éducation, moi quand j'écris un livre d'éducation efficace, j'éduque les parents. Je les éduque pas par force, hein, mais eux ils viennent Bien sûr. chercher. Ce qu'ils viennent chercher, c'est de l'efficacité éducative. Donc j'ai une obligation de résultat par rapport à ça. Donc si je ne leur dis pas Bien sûr. correctement quoi faire et comment faire, c'est pas la peine de leur dire quoi ne pas faire. Ah mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, faut pas frapper, faut pas crier, faut pas punir. Ok, d'accord. Et alors qu'est-ce qu'on fait à la place? Voilà. D'accord, mais je fais Donc, quoi alors? moi, mon travail consiste Ouais, à proposer des solutions adaptées, qui soient adaptées et adaptables à chaque contexte, parce que, par exemple, les transmissions, c'est pas les mêmes en fonction des cultures, tu vois, ou même en fonction des individus, de la culture familiale. Par exemple, il y a des parents pour qui c'est très important de dire bien sûr. bonjour, Ouais. merci, s'il te plaît, etc. Et puis, il y a des parents qui s'en foutent. On doit pouvoir transmettre à ses enfants ce que l'on a soi-même envie de leur transmettre. C'est un droit. Il y a des cultures où on transmet une manière de manger. Il y a des où on mange avec les doigts, où on mange avec des baguettes, on mange avec une fourchette. On doit pouvoir transmettre ces pratiques, etc., sans violence, c'est-à-dire avec le consentement de Mm. l'enfant. Et qu'est-ce qui provoque le consentement de l'enfant? C'est la facilité. Ça doit être facile pour l'enfant. Oui, et puis c'est aussi sa compréhension en fait, parce que s'il comprend pas pourquoi il y a telle ou telle chose qui lui est demandée, il risque pas de, tu vois, de le faire quoi. Donc à la fois c'est ça, je trouve que c'est super cette dimension de consentement. L'enfant doit être d'accord, mais voilà, il n'a pas envie de mettre son manteau, Oui. ça l'encombre, tu vois. On peut pas là à ce moment-là avoir son consentement. La seule chose qu'il a envie, c'est de rejoindre ses copains et ses frères et sa famille, enfin tu vois, Oui, mais il n'a dehors pas et envie de courir. mettre son manteau. Donc La première raison pour laquelle il n'a pas envie de mettre son manteau, il te l'a dit, c'est qu'il n'a pas froid. Tu vois, c'est pour ça qu'il ne veut pas mettre son manteau. S'il avait froid, moi, je ne connais pas un enfant qui a ben ouais. froid et qui ne veut pas mettre son manteau. Tu vois, il n'a pas froid parce qu'il bouge, il y a Bien du sûr. soleil, etc. Et c'est important parce que tout à l'heure, quand tu as dit ça, j'ai pensé, tu sais, tu parlais de la confiance, hein, on a parlé de la confiance et de l'idée de la force des enfants. Euh, Tu sais, la force des gens, c'est la Ouais, confiance en eux-mêmes. On sait, hein, c'est la confiance. Alors, c'est la confiance dans les trois bien dimensions. sûr. Confiance en soi, confiance en l'autre et confiance en la vie. D'accord? Les trois dimensions de la confiance, c'est vraiment, c'est la force. C'est ce qui fait la force des individus. Comment est-ce qu'un enfant, il acquiert la confiance en soi? Il acquiert la confiance en soi quand son parent a confiance en lui. Donc, quand tu fais confiance, Amen. quand Amen. tu fais confiance à un Merci, tu enfant, prônes pour ma donc quand tu n'es pas dans paroisse. la toute-puissance de moi je sais, moi je commande, moi je suis plus grand, moi je sais à ta place. Tu sais, les gens qui disent mets ton gilet, j'ai froid, tu vois, en fait, ils diminuent la confiance et l'estime de soi, de l'autre, parce qu'en fait, tu vois, il y a quelque chose de très épanouissant à laisser les enfants faire leurs expériences. En étant en parade, bien sûr, il n'est pas question de les laisser se mettre en danger. Tu vois, en parade, c'est-à-dire que tu l'empêches pas de monter sur une échelle, mais tu te mets derrière et tu mets tes mains autour au cas où il tombe, par exemple. Tu vois, mais tu lui dis pas attention, attention, tu vas Bien tomber sûr, parce bien que sûr. sinon en plus tu fais une prophétie. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Voilà. Donc C'est ça. dans mes livres, il y a tout ça, tous ces modèles là, parce Ben que ouais. en fait le truc c'est que ce que les gens disent de mes bouquins, c'est que c'est à peu près un tiers de théorie et c'est de la théorie telle que je la fais maintenant, c'est-à-dire c'est de la théorie accessible, mais c'est surtout deux tiers d'exemples. C'est que des exemples, des études de cas, etc., dans lesquelles les gens Ouais, peuvent des se vraies retrouver. expériences. Tu vois, parce que c'est des trucs qu'on a tous connus. Tu vois, l'histoire de mets ton manteau, Hmm. mange pas ci, brosse-toi les dents, enfin, des choses, tout ça, c'est des choses de la Mais vie bien sûr. quotidienne. Alors du coup, j'ai vraiment une question finale. Enfin, en tout cas, j'ai envie qu'on puisse dire quelque chose à des parents qui me semble important, en tout cas pour les gens que, voilà, que moi j'accompagne, hein. J'imagine que pour toi, c'est à peu près pareil, mais si tu es OK, on va clôturer avec ça. Tu sais, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de parents qui ont peur d'être parents. Alors, j'ai des personnes qui ne sont pas parents et qui ont peur d'être parents, mais j'ai des Mhm, parents mhm, qui ont peur d'être parents. Mais vraiment, tu vois. Et qui sont tétanisés à l'idée de transmettre bah, leur mhm, violence, en fait, et la mhm. violence qu'ils ont vécue. OK? Au point que ça les paralyse, si tu veux, dans leur manière d'être avec leurs enfants. Mais je pense à même à la manière dont ils peuvent aimer leurs enfants,
Ils ont peur d'être mauvais pour les enfants parce qu'ils ont reçu, tu vois, ils ont vécu dans une atmosphère extrêmement traumatique, ok, traumatisante. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu aurais, toi, envie de dire à ces parents qui ont envie d'être parents, mais qui, cette envie se bat, tu vois, avec leur croyance qu'ils risquent d'être de mauvais parents, qui risquent de transmettre leur traumatisme, qui risquent... Voilà, moi j'ai eu une cliente hier, par exemple, qui m'a dit, mais comment veux-tu euh, que je puisse avoir des enfants? Je ne peux pas avoir envie d'enfants, parce que, vu la folie de mon père, je ne vois pas ce que je pourrais transmettre d'autre à mon enfant. Il serait complètement fucked up. Voilà ce qu'elle m'a dit. Et je voyais sa détresse et sa Alors, tristesse, tu vois, d'avoir envie, du désir, tu alors moi, vois. je leur dis à ces parents, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, je leur dis d'abord que euh, la violence, euh, être violent, en fait, c'est pas qui on est, c'est comment on fait. D'accord? Donc déjà, c'est quelque chose donc on peut faire autrement, on peut apprendre à faire autrement. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, il y a quelque chose de très thérapeutique par rapport à ce que tu viens de raconter, de ce que dit cette femme, c'est que c'est la violence de son père, c'est pas la sienne. Tu vois, c'est la violence de son père. Donc, il est pas, Mm. c'est-à-dire que elle a reçu de la violence, mais ça lui appartient pas. Ça appartient à son père. Donc, il y a tout un travail thérapeutique qu'on peut faire avec elle pour renvoyer la violence à l'univers qui sait très bien s'en charger. Et quand on a une partie comme ça qui est alors, Mm. bon, ça, c'est un travail sur les mémoires, hein, sur les acquisitions, les conditionnements, etc. Mais je veux Bien dire, sûr. euh, ce qui est vraiment intéressant peut-être de creuser avec cette personne, c'est qu'il y a toujours une intention positive quand on a un problème. Il y a toujours une intention positive. Donc, il y a forcément une intention positive quand elle dit comment veux-tu que moi j'ai envie d'avoir des enfants avec la violence de mon père. Il y a effectivement ça, ce qui est invoqué par le mental, et puis il y a tout ce qu'il y a derrière. Hein, l'intention positive, de quoi elle a besoin Bien et quelle partie d'elle ne veut pas d'enfant. Hein, peut-être que c'est une partie quand on est soi-même enfant, sûr. Mm. si c'est une partie enfant qui se pose la question de est-ce que je voudrais avoir des enfants, ben la réponse souvent c'est non, hein, tu vois. Moi je vois des gens, je vois des Bien parents en sûr. thérapie. Quand ils me racontent comment ils sont avec leurs enfants, je leur dis mais là quand vous faites ça, c'est pas la grande personne adulte que j'ai devant moi qui réagit, c'est une petite fille de 5 ans qui panique à l'idée de pas réussir à être une bonne maman Exact. par exemple, ou être une bonne fille, ou la bonne Bien fille de sûr. son papa. Donc, encore, On on revient à la revient, thérapie, mais oui, bien sûr. C'est pour ça mais que bien sûr, donc psychopédagogue et on psychothérapeute, revient, on revient à la thérapie, c'est le duo gagnant, hein, tu vois. mais oui, donc on revient à la thérapie, mais on revient aussi à cette dimension de Oui. confiance et à cette dimension que on peut, voilà, acquérir de la confiance à être une personne, déjà, Hmm. une personne qui va bien, voilà, une personne qui peut être un parent, nettoyer effectivement de ses mémoires traumatiques, à partir du moment où on décide Hmm. de faire ce travail d'apprentissage de la confiance, d'apprentissage de la conscience, et donc des parents conscients, des parents confiants, ben, c'est Mais des oui, enfants conscients et mais oui. confiants, et c'est des enfants qui vont Et puis bien. il y a un autre truc aussi par rapport à Bah cette oui, dame qui bah dit oui, moi je veux pas avoir d'enfant, j'ai peur d'être parent, c'est de lui dire qu'elle a le droit. Elle a le ouais. droit de pas vouloir d'enfant et de pas et que c'est pas forcément, ça sera pas forcément toujours, mais là en l'état actuel des choses, en l'état des informations dont elle dispose, c'est très logique qu'elle ait pas envie d'avoir d'enfant. Si elle a peur de leur On en faire est du là, mal, quoi. c'est très très louable Ouais. de pas vouloir d'enfant par peur de leur faire du mal, parce que malheureusement il y a beaucoup de gens qui réfléchissent pas à ça et qui ont des enfants et qui leur font du mal. Beaucoup, 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 beaucoup. Hein. Oui, moi, je dis toujours tu sais, quand j'ai ce genre de remarques et de réflexions j'ai peur d'être dangereux, j'ai peur de faire du mal, j'ai peur de. Et je dis, ben, tu sais, pour moi, c'est un signe Mm. ouais, de healthiness, quoi. C'est un signe de santé parce que être capable de se questionner sur notre possible danger Bien face à sûr, l'autre, c'est pas rien, tu vois. C'est de se dire, ben, c'est finalement, il y a quelque chose de très sain là-dedans. Et il y a cette dimension que bah, c'est waouh de pouvoir se dire, bon, eh ben, en fait, j'ai le droit de me poser la question et se poser la question, bien sûr. c'est le début de la santé, quoi, tu vois, mentale, psychique et émotionnelle, Oui, quoi. oui, oui. Bon, Laurence, on pourrait continuer à parler pendant des heures et des heures.
Moi, j'ai quand même envie Merci de à te toi. remercier vraiment pour cette conversation. On va faire un live Instagram très bientôt pour pouvoir continuer à échanger et à partager. Après le podcast, on aura sûrement un tas de questions et voilà, et de retour à développer, à réfléchir. Et puis, j'ai quand même envie de dire que tu as un super Oui, bouquin qui sort là oui. au mois d'août, hein, aux éditions Hatier. Donc, la bienveillance, ça marche. Donc, encore un nouveau. Voilà, donc comme je disais, vraiment une machine à écrire des bouquins. C'est très, très inspirant. Et puis voilà, donc et tous les autres bouquins, on peut les retrouver donc, Surtout, j'ai vu sur ouais. Dans Amazon, les sur la Fnac, librairies, sur... pour faire Ouais, vivre les d'accord. librairies, s'il y en a encore, parce qu'il y en a beaucoup qui ont fermé, malheureusement. Donc en tout cas, on peut trouver les Oui. titres directement En donc sur tapant Laurence Internet, et Dudek puis les sur titres des Internet, en bouquins, général, on les arrive bouquins sur les adressés. bouquins. Voilà, donc Laurence Dudek, on peut trouver effectivement les bouquins adressés aux enfants, les bouquins adressés aux parents, et puis le prochain, donc le nouveau, Oui, le petit bébé là qui va sortir donc au mois d'août. Et puis moi, j'insiste sur voilà, sur celui que j'ai reçu que je trouve vraiment très beau, très doux, très poétique, et avec cette dimension que la mmh. nuit peut servir à plein de choses, y compris à grandir, à développer effectivement nos neurones, notre psyché, Ah, notre c'est un inconscient, super et que c'est cadeau un qu'on beau se cadeau que fait, tu hein, fais ce aux livre-là. enfants. De 5 à Ouais, 105 ans, les ouais, 10 contes vraiment, c'est... magiques, c'est vraiment, c'était un projet, c'est un très, très beau projet que les éditions Hatier m'ont permis de mettre en œuvre. En plus, c'est un très beau livre. Euh, il est très beau. Oui. Les Ah, illustrations sont moi, magnifiques. Et ouais. voilà. Et vraiment, et j'ai plein de retours. Ça a été le grand cadeau de la fin de l'année dernière. Et les enfants adorent. Moi, je sais que le petit en particulier, il adore. Le grand, il est plus sur des bouquins, tu sais, voilà, d'information. Il aime les bouquins informationnels, donc il lit les grands inventeurs, les choses comme ça. Mais le petit, je me souviens que les premières pages, il me disait, mais maman, c'est à moi qu'elle parle, parce que tu les tutoies, et elle me connaît, tu vois, et il y avait quelque chose d'hyper mignon là-dedans. Et puis, bon, pour ceux qui ont envie de continuer l'aventure sur cette dimension, voilà, de déploiement, de développement de leur confiance en tant que parents, mais en tant que personne aussi, n'oubliez pas que j'ai un programme en ligne qui démarre le 26 avril et qui va durer 2 semaines intensives où on va pouvoir développer notre force, notre intériorité, notre conscience de nous et aussi notre valeur. Donc plein de choses qui peuvent voilà, permettre à chacun de trouver ce qui leur convient, ce qui est juste pour eux au moment où ils écoutent ce Merci à toi, podcast. Asma. Merci beaucoup Laurence et j'espère encore à très très vite. Et puis on refera un podcast en septembre pour le bouquin Avec avec plaisir. grand plaisir parce Oui, que j'ai hâte que merci. tu nous... Moi aussi, je t'embrasse, Je t'embrasse Asma. très très fort. Merci Laurence.